BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, notre invité, c'est Jean-François Rial, invité traditionnel lorsqu'il se passe de jolies choses. Bonsoir Jean-François Rial. Bonsoir. Vous êtes président de Voyageurs du Monde, c'est pour ça que je dis ça, pour ceux qui ont envie de rêver. Mais en même temps, vous êtes une société cotée, il y a quand même beaucoup de choses à voir avec vous. Si la géopolitique bouscule, notamment les voyages, l'envie de voyage des Français, mais pas que. On parlera aussi du surtourisme, qui est un sujet qui vous est cher. Une question quand même à celui qui vient de démissionner de la présidence de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. On entend beaucoup de choses autour des Jeux Olympiques 2024. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou ce qui se passe là, on dit qu'il n'y aura pas assez de lits, que la voiture, ça va être l'horreur, que la circulation encore pire, qu'il faut que les Français, les Parisiens restent chez eux ou qu'ils s'en aillent. Est-ce que ça va être un capharnaüm gigantesque ou alors c'est juste la pression avant l'échéance ? Ça va pas être un capharnaüm gigantesque. Simplement, évidemment, quand vous organisez un événement pareil qui est sur une période très courte, 2 semaines, avec autant d'épreuves sur une des villes les plus denses au monde, c'est compliqué, c'est sûr. Donc ça sera pas simple, mais je suis certain que les autorités vont organiser ça correctement, que ça va bien fonctionner, qu'on aura quelques contraintes, bien sûr, en tant que Parisien, pendant 15 jours, mais que ça va fonctionner. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va faire, globalement, faut avoir juste conscience de ça, et c'est pas spécifique à Paris, ça a été vrai sur toutes les grandes villes qui organisaient des Jeux Olympiques, ça va faire baisser le tourisme à court terme. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain, oui. Parce que les touristes étrangers se disent que ça va être compliqué, que ça va être cher, etc. Et ça va pas le faire que sur la période des JO, ça va le faire sur toute l'année 2024. Voilà, faut en avoir conscience, faut le savoir, il faut l'accepter. C'est pas pour ça que vous avez démissionné ? Ah, pas du tout. Non, j'ai démissionné pour une raison très simple, c'est que j'ai beaucoup trop de choses, je fais beaucoup trop d'activités, et que j'ai eu 60 ans, et qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main aux autres. Et que c'est sans doute pas très simple, la gestion à la mairie de Paris. Jean-François Rial, il y a une envie folle des Français de voyager, ou même dans le monde entier, lorsqu'on voit les derniers chiffres de compagnies aériennes qui s'attendent à un record historique l'année prochaine avec plus de 4,7 milliards de passagers. Il y a une envie. Comment vous expliquez cette envie des gens de se rattraper du Covid ? C'est comme ça que vous l'analysez ? Alors, il y a eu un phénomène de rattrapage du Covid évident. C'est pour ça qu'on a fait une année 2023 globalement très bonne. Mais vous avez aussi... le voyage est devenu un produit de presque première nécessité, c'est-à-dire que dans la vie occidentale, stressante que la plupart des citoyens vivent, le voyage est un peu leur récompense de leur travail, et donc l'envie de découvrir, l'envie de connaître, l'envie d'avoir du plaisir, l'envie de se retrouver, se matérialise par le voyage. Et le voyage est un poste de dépense qui devient de plus en plus important et qui résiste à toutes les crises, parce qu'on en a eu beaucoup des crises. Et finalement, ça ne fait pas baisser l'activité, ça la fait baisser ponctuellement, mais pas en train à long terme. Oui, en tout cas, les chiffres. Du coup, pour vous, déjà, le premier semestre, vous étiez venu ici nous expliquer que c'était une année hors norme, enfin, un semestre hors norme. L'année 2023, pour Voyageurs du Monde, va être une année hors norme ? Oui, elle a été excellente. On a une croissance de plus de 15 à 20% selon nos marques. Donc elle est très bonne. Néanmoins, elle est quand même moins bonne qu'au premier semestre. Il y a un certain ralentissement qui est dû au fait que d'abord les gens avaient énormément pris d'inscriptions à l'avance, et puis la géopolitique mondiale nous a quand même un peu rattrapés. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, il y avait déjà la guerre en Ukraine, il y a des tensions mondiales, il y a beaucoup d'élections qui vont avoir lieu en 2024, il y a une montée populiste générale qui n'est pas spécifique à l'Europe, et ça c'est pas un facteur positif pour les voyages. Donc il y a un ralentissement de cette croissance depuis quelques semaines, c'est clair. Oui, la géopolitique, elle bouscule complètement le tourisme. Du coup, qu'est-ce qui... Non, par contre, juste, je reviens sur ce que vous venez de dire. La politique, la montée du populisme, vous dites que ça
un impact sur l'envie de voyager? Oui, parce que ça inquiète ceux qui voyagent de se retrouver dans des situations, dans des pays où il y a des conflits potentiels, où les gens qui voyagent sont plutôt des gens ouverts. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Hein, et donc, quand vous allez dans un pays où, par exemple, le président argentin qui vient d'être élu ne va pas favoriser le tourisme en Argentine. C'est psychologique, mais c'est comme ça. Il y a eu un effet Trump aussi quand il avait gagné il y a 8 ans. Je ne sais pas s'il va regagner, j'espère que non, mais ça ne sera pas un facteur positif pour les déplacements mondiaux, c'est sûr. Oui. Alors justement, bon, quand même, allez, rêvons un peu. C'est pour ça que vous êtes là. Entre autres, Jean-François Rial, quelles sont les destinations les plus prisées là pour ces fêtes? Franchement, c'est très rare, mais il n'y a pas grand-chose qui ne marche pas. On avait un énorme boom sur le Moyen-Orient et sur l'Égypte. Bon, évidemment, ça a été ralenti avec ce qui s'est passé. C'est moins combien sur l'Égypte, par exemple? Sur l'Égypte, c'est un bon moins 30 quand même, hein, globalement. Mais tous les pays sont touchés. Hein. Oman, Jordanie, tous les pays du Moyen-Orient sont touchés. Mais je dirais que vous avez des best-sellers qui marchent toujours aussi bien, le Japon, la Polynésie, la Tanzanie, les États-Unis. Hein, les États-Unis, ça ne cesse pas, ça ne passe pas de mode. Hein. Mais je dirais qu'on était sur une année 2023 plutôt long courrier, au détriment du court courrier de l'Europe qui avait bien marché pendant le Covid, hein, parce que c'était plus facile. Et là, c'est en train de se rééquilibrer. Je dirais que l'Asie cartonne énormément sur 2024 parce qu'il y a eu un frein à cause du Covid et que ça a repris plus tard. Mais l'Amérique latine marche très bien, l'Afrique marche très bien, l'Europe marche très bien, la Grèce, l'Italie. Il n'y a pas l'Europe du Nord, hein, l'Europe du Nord. Mais même là, pour les fêtes. Même là. Donc, déjà qu'il ne fait pas très chaud, mais que ça. Oui, mais il y a une Laponie, attirance pour c'est très beau. Je l'ai fait. Une attirance pour la Laponie ou le Grand Nord canadien, par exemple. Vous voyez. Alors, évidemment, la Russie, on peut pas y aller. Encore que si, on peut. Mais enfin, c'est compliqué. À la fois pour y aller en termes de transport et pour les visas. Mais je dirais que vous avez une appétence générale des destinations qui est assez largement partagée par tous les continents. Ce qui est rare. Vous voyez, par exemple, quand l'Asie marche bien, l'Amérique latine marche moins bien, bah là, c'est pas le cas. Les deux marchent très très bien. L'Afrique... Il y a donc quand même un peu, peut-être excessif, mais une frénésie de voyage, non? C'est ce que je disais. Frénésie, non, mais il y a c'est un peu excessif, mais... Il y a une croissance régulière et permanente et qui ne concerne pas que les Français, qui concerne les Américains, qui voyagent de plus en plus, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, sans parler bien sûr des Anglais et des Allemands qui sont les plus grands voyageurs au monde. Est-ce que je vous ai vu que vous aviez dit, je crois que c'était fin octobre, qu'avec le Sahara aussi algérien qui s'était réouvert. Exact. Donc, avec notre marque et notre filiale Terre d'Aventure, on a remis des avions qui vont à Tamanrasset et à Djanet. La sécurité est OK. Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de sécurité malgré tout, comme ça existe aussi en France, hein Non, il y en a eu pendant des années, mais là aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères ne déconseille plus cette destination et cette zone. Donc on a remis des avions à Djanet et à Tamanrasset. C'est le plus beau Sahara au monde, hein. C'est des paysages spectaculaires. Moi, je suis devenu voyagiste parce que j'étais un amoureux fou des déserts. Et donc, ça marche très très fort. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est un autre créneau que le voyage individuel sur mesure avec un très haut niveau de service comme les Voyageurs du Monde. Mais c'est du trekking et ça marche très très bien. Vous faites justement le lien parce que l'inflation, elle est de combien sur vos voyages? Ne me dites pas que c'est de 0%, je ne vous crois pas. Donc, vous avez raison, elle n'est pas du tout de 0%. Depuis 2019... C'est plus 20, c'est plus... Alors ça dépend par rapport à quoi on raisonne. Et quel type de voyage, évidemment. Si on raisonne par rapport à 2019, qui est l'année de référence, hein, parce que c'était l'année la plus haute, les prix des voyages sont montés en moyenne de 15 à 25%. Selon les destinations, selon les endroits, etc. Alors, aussi bien les billets d'avion que les prestations terrestres. Il y a eu une très grande inflation sur le prix des voyages, c'est clair, mais ça qui n'a pas énormément freiné la consommation de voyage. Pardonnez-moi, mais déjà que vous faites des magnifiques voyages, mais ils ne sont pas gratuits, vos voyages. Non, ils sont mais... quand même déjà très chers, donc ça fait... Oui, mais en même temps, chacun peut décider de son budget, parce que personne ne vous oblige à voler en classe business, à acheter des hôtels à 5 étoiles. Vous pouvez parfaitement faire des voyages qui sont tout à fait abordables, y compris chez nous, parce que vous choisissez votre catégorie de prestations.
Voilà. Ouais. Donc, et puis après, vous pouvez aussi être malin, c'est-à-dire ce qu'on nous on prône toujours, hein, voyager à contre-courant selon les saisons. Les écarts entre la haute saison et la moyenne et la basse saison sont de plus en plus importants. Donc, il est urgent de voyager à contre-courant sur les saisons, et puis aussi de voyager sur les destinations qui sont moins prisées. Vous avez des destinations qui sont boudées ponctuellement, il est urgent d'en profiter. Par exemple? Par exemple, le Kenya est boudé au détriment de la Tanzanie. Or, le Kenya n'a rien à envier à la Tanzanie. Donc, si vous voulez faire un safari en famille, allez le faire plutôt au Kenya qu'en Tanzanie. C'est beaucoup plus malin. Ou un autre exemple, en 2023, l'Afrique du Sud, qui est un pays archi demandé depuis des années, a été boudé. C'était l'année où il fallait aller en Afrique du Sud. Il faut toujours voyager à contre-courant comme ça. Il faut surtout pas suivre les modes. Oui, ça c'est un point important. Mais l'inflation est en train de redescendre quand même. Vous pensez que vous avez atteint un pic? Oui, bien sûr. L'inflation dans les produits alimentaires. Oui, alors clairement sur les billets d'avion et sur les prestations terrestres, la hausse des tarifs en 2024 va être beaucoup plus limitée qu'elle ne l'a été sur les autres années. C'est très clair, ça se calme. La question de la sécurité, c'est quand même pas un frein? Visiblement non, vous me direz, lorsqu'on voit vos chiffres. Alors, pourtant, ça pourrait l'être, comme ça l'a été un peu sur Paris. La sécurité compte énormément pour ceux qui voyagent. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un regain de ceux qui passent par des intermédiaires comme nous. Parce que ils ont vécu pendant le Covid des situations très compliquées où ils ont été bloqués pendant des semaines et des semaines dans différents pays. Donc la sécurité est un élément qui compte, mais elle compte énormément dans le choix des voyages des gens, mais pas dans le fait qu'ils voyagent. Vous voyez, par exemple, nous sur l'Égypte, on a eu des annulations parce qu'il y avait des gens qui avaient peur d'aller en Égypte suite aux événements du 7 octobre, ce qui n'avait pour moi aucun sens. Mais de toute façon, vous maîtrisez pas la peur, c'est un élément irrationnel. Ces gens sont partis ailleurs. Ils n'ont pas annulé leur voyage tout court. Ils sont allés au Vietnam, ils sont allés au Pérou, ils sont allés en Argentine, ils sont allés au Canada, ils sont allés en Italie, mais ils ont voyagé. Ouais. Cela dit, vous avez ouvert un programme, j'adore le titre, qui s'appelle « Voyage, je préfère ne pas prendre l'avion ». Ça marche? Alors, ça marche, oui. Pour ceux qui ne veulent pas prendre l'avion, eh bien, on leur propose... Il y en a beaucoup ou pas? Alors, il n'y en a pas énormément, c'est ça. Mais ça monte quand même en puissance. Alors, il y en a plus en Europe, évidemment, parce que vous avez des facilités avec le train. Mais parmi vos demandes, vous me direz... Mais j'ai demandé à mes équipes de proposer n'importe quelle destination dans le monde sans prendre l'avion. Alors évidemment, ça va être beaucoup plus long, hein, mais c'est possible. Ah bon? C'est possible. Vous pouvez vous pouvez aller n'importe où dans le monde sans prendre l'avion. Ça doit être quand même compliqué. C'est possible. Ah, bien sûr, mais... C'est possible, c'est qu'une question de temps. Il faut être à la retraite, quoi. Oui, ou à la retraite, ou pendant un an, vous prenez un an sabbatique. Vous avez des gens qui font ça de plus en plus. Par ailleurs, voyager lentement dans les transports, c'est un vrai voyage en tant que tel. C'est très intéressant. On voit bien le retour des trains de nuit, là, le Paris-Berlin. Mais en même temps, vous avez des magnifiques trains qu'on a tous envie de prendre. Oui, mais alors, pour certains, c'est un peu compliqué. Le train, évidemment, avec de traverser la Russie, c'est plus compliqué. Le train, c'est génial, à condition que vous ayez une offre. Et il y a peu d'offres, surtout en France. Les trains sont archi pleins, donc il est urgent que la concurrence arrive et que la SNCF rajoute des rames et qu'on puisse réserver ces trains à plus de 3 mois à l'avance. Parce que quand vous prenez un train pour vous connecter sur un long courrier, pour éviter le vol intérieur et le CO2 émis, il faut quand même qu'on puisse le réserver longtemps à l'avance, ce qui n'est pas le cas. Les trains de nuit, c'est génial, moi j'adore, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que quand on nous met en avant le train de nuit sur Aurillac, c'est génial. Par contre, quand c'est sur Berlin, ça l'est quand même nettement moins parce qu'on utilise au moins sur une grande partie du trajet du charbon, de l'électricité carbonée au charbon, voire à la limite en Allemagne. Donc bon, faut pas non plus qu'on raconte n'importe quoi là-dessus. Vous voyez, il faut baisser le CO2, mais il faut le baisser de façon précise. Mais est-ce que c'est quelque chose au-delà? On va sortir de la COP28, même si c'est évidemment notre quotidien, mais le train... on a l'impression que ça revient un peu à la mode? Ça revient à la mode, mais si vous décarbonez toutes les liaisons aériennes qui sont substituables par du train en France, vous allez gagner 8% d'émissions. Parce que ce qui émet beaucoup de carbone avec l'avion, c'est le long courrier, c'est peu du trafic, peu des vols
mais la majeure partie du CO2. Donc le train n'est pas la solution pour décarboner l'avion. Il faut l'utiliser au maximum, mais c'est pas ça qui va nous permettre de décarboner l'avion. Encore deux questions, Jean-François Riel. D'abord, comment lutter contre le surtourisme? Est-ce que vous vous dites, non, la destination, celle-là, on peut plus y aller parce que c'est très parce facile. Que ça coûte trop cher. Non, mais il y a trop de monde. C'est très 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 facile de lutter contre le surtourisme. C'est juste une attitude personnelle. 95% des gens voyagent sur 5% de la planète, tous dans les mêmes endroits au même moment. C'est absurde. Oui, mais parce que j'ai donné l'exemple du Kenya. Au même moment. Mais non, mais ça c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout l'été, vous avez largement de quoi faire. Début juillet, personne voyage. Entre le 1er et le 15 août, tout le monde voyage. Je suis désolé. Il y a des destinations en France qui sont surbondées l'été. Et quand vous y allez début juillet, il n'y a personne. Donc ce n'est pas vrai. Vous allez au Kenya plutôt qu'en Tanzanie. Vous allez en Grèce au printemps plutôt qu'en été. D'ailleurs, vous aurez moins chaud, ça vous coûtera moins cher. Et vous aurez plus de place dans les meilleurs hôtels. Donc moi, je ne voyage jamais dans les flux touristiques à volume. Je suis toujours à contre-courant, soit sur les destinations, c'est ce que vous disiez, soit sur les saisons. 95% de la planète à votre disposition reste là. Et sur les 5% de surconcentration, vous pouvez y aller en dehors des saisons. Aller à Venise, à l'Aqua Alta, c'est génial. Oui, c'est maintenant. Vous voyez les maintenant. Ben voilà. Jean-François Rial, juste la minute IA. L'intelligence artificielle, est-ce que ça va supprimer beaucoup de salariés chez vous? Parce que finalement, il n'y aura plus tellement d'expertise. Il suffira de rentrer ce que votre client veut, et puis ça va sortir le meilleur voyage. Alors, ça... peut-être qu'un jour ça existera, mais on en est à des années-lumière. Mais non, ça va être après-demain. Je crois pas, moi. Moi, je crois pas. Ça, c'est votre avis, c'est pas le mien. Nous, on utilise énormément l'intelligence artificielle dans différents outils, mais le nombre de possibilités techniques et émotionnelles, les caractéristiques émotionnelles sont tellement complexes que moi, je pense qu'on en est encore très loin. Mais par contre, c'est un outil fantastique qu'on va utiliser pour mieux profiler les gens, pour mieux qualifier les demandes, ce qu'on fait déjà. Hein. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Moi, j'aimerais bien, hein, mais c'est pas le cas. Voilà. Bon, vous partez où? On peut le savoir? Oui, bien sûr. Je m'en vais dans le Perche, d'abord. Ah, comme toujours, oui, dans votre ferme du Perche. Voilà. Ensuite, je vais aller dans le Cantal. Et ensuite, pour mon prochain grand voyage, avec des amis, on essaie de faire des pays qu'on trouve intéressants en termes de géopolitique et d'intérêt, et complètement à contre-courant. L'année dernière, je suis allé au Pakistan avec eux, et là, je vais aller au Nigeria. Ah ben voilà, vous allez avec... Là, je ne serai pas dans le surtourisme, je peux vous dire. Ouais. Et c'est passionnant. Très bien, vous serez avec Patrick Pouyanné de Total peut-être, qui vient de mettre 6 milliards. Merci beaucoup Jean-François Riel d'avoir été avec nous. Donc le patron de Voyageurs du Monde, vous avez compris la leçon, il faut voyager à contre-courant et aller sur les 95% de la planète où personne ne va. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.